seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Je sais que vous êtes nombreux, alors très nombreux, à attendre cette émission qui a été annoncée depuis quelques jours maintenant. Je sais que vous attendez impatiemment les réponses qui vous seront données tout à l'heure par l'invité du jour. Je sais également que c'est le premier rendez-vous avec un responsable de haut niveau de la ville capitale de Kinshasa. Oui, celui qui assure la présidence de l'Assemblée provinciale ici à Kinshasa, la capitale, avec plus de 10 millions d'habitants. L'invité du jour va parler principalement de l'économie parce que ça nous concerne au premier point. Le budget de la République vient d'être proposé à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. 7 milliards de dollars proposés. Est-ce que c'est suffisant pour cette République? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à mobiliser? Parce que le président de la République lui-même l'a dit hier, on ne mange pas les potentiels, on ne peut pas les vendre, il faut transformer ces potentiels. Combien on perd aujourd'hui en termes de moyens, en termes de revenus? Quels sont les potentiels à transformer en réalité? L'invité est expert en la matière, diplômé, mais aussi un libre penseur. L'invité du jour, c'est pasteur et président Godefroid Mpoyi, notre invité. Merci de l'applaudir. Et voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir honoré ce rendez-vous qui est très attendu par les Congolais, des Kinois d'abord, parce que vous êtes actuellement le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous avons souhaité vous inviter parce que vous êtes un économiste respecté dans ce pays, mais surtout quelqu'un qui a la liberté de penser en matière d'analyse économique très pertinente. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Je commence d'abord par vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, merci, Président. Ma voix est véritablement enrouée, sinon j'allais chanter pour vous. Non, le Président ne chante pas. Merci. Merci beaucoup. Prenez ce fauteuil, c'est pour vous. Merci. Installez-vous. Merci beaucoup. Vous êtes accompagné de membres de la dynamique pour le soutien des actions de Godefroid Mpoyi, qui est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, acteur politique, analyste, en même temps professeur d'université. Comment vous allez d'abord, Monsieur le Président? Très bien. Très bien. Vous êtes plutôt jeune, toujours positif, de bonne humeur, très souvent d'ailleurs. Où est-ce que vous puisez votre optimisme? Je ne m'occupe pas de futilité. Même quand on vous attaque, même quand on fait des analyses parfois négatives vous concernant, vous restez positif à chaque fois. Ce sont des gens qui sont achetés et je ne les suis jamais. Et ils répondront devant Dieu un jour. Devant Dieu. Ouais. Est-ce qu'on peut allier l'homme de Dieu, parce que vous êtes un pasteur, vous prêchez, vous vivez sobrement, et la vie politique, la gestion de la cité? Lorsque vous interrogez l'histoire Jean-Marie, c'est que jusqu'au XIIe siècle, les grandes questions de la réflexion et des gestions étaient l'apanage du prêtre. Du prêtre. Et ce prêtre-là qui alliait la théologie et la philosophie s'appelait les druides. Ça veut dire que l'homme de Dieu est à même de gérer la cité. Naturellement, le problème c'est que chez nous, vous avez laissé les médias entre les mains des gens qui ne se renseignent pas avant de parler en public. Vous savez, avant de parler en public, il faut convoquer toutes les forces de l'intelligence. C'est ici où on ne connaît pas la valeur d'un pasteur. Donc, scientifiquement parlant, l'histoire managériale atteste que jusqu'au XIIe siècle, les grandes questions de la réflexion et de la gestion étaient l'apanage du prêtre. Et comme si cela ne suffisait pas, oui, la grande université du monde qu'on appelle l'université d'Harvard, c'est l'œuvre d'un pasteur. Et ce pasteur-là s'appelait Harvard. C'est lui qui céda
l'un de ses locaux à la jeunesse de Boston parce qu'il voulait que cette jeunesse puisse faire des études exigeantes. Merci. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre le pastorat et la politique. Parce qu'en fait, celui qui fait la politique, il sert Dieu de manière temporelle, tandis que le pasteur, il le fait de manière sacrée. Vous le dites avec autant de liberté parce que, très brièvement, je peux dire que vous êtes élu député de Bandalungwa. Vous êtes professeur en économie et fiscalité développement. Vous êtes alors détenteur de plusieurs diplômes. Doctorat naturellement de l'université de Liège, de l'université de Kinshasa, l'université de Harvard, vous venez de parler. C'est pas donné être universitaire et surtout diplômé d'Harvard. Vous êtes le pasteur représentant légal de l'église Image de l'Éternel et président de la confession religieuse de refondation de l'église du Christ au Congo. Ça fait un peu plusieurs casquettes pour vous, Godem-Paul. Bon, c'est une petite chance que j'ai eue de la part de Dieu. J'avais un certain appétit d'apprendre. C'est ce qui m'avait poussé à faire tout cela, mais cela ne fait pas de moi forcément les moutons à 5 pattes. Lorsque je le faisais, c'était pour ma propre culture. Ce n'était pas pour me comparer aux autres. Je sais qu'il y en a aussi qui me dépassent. Mais ce qui est certain, que j'ai des petites compétences à faire valoir. Vous êtes modeste. On va essayer de regarder ce que nous avons préparé, nous, comme portrait de Godem-Paul. Mais juste après, on va commencer cette émission parce que je sais qu'à la maison, vous êtes nombreux à attendre cette émission. On a reçu plus de 80 questions. Il y en a d'autres que je vais lui poser tout à l'heure, d'autres qui seront remises à la fin de cette émission pour qu'il puisse répondre en fait directement. L'émission a été justement préparée par l'un de ses collaborateurs et un journaliste émérite, ou plutôt émérite, de qualité, John Lungila, le patron de la dynamique. Voici le portrait de l'invité du jour. JMK Today. Il faudrait feuilleter plus d'une dizaine de pages pour lire le CV de ce cinquantenaire, Godem-Paul. Homme à multiples casquettes, ce n'est pas par hasard qu'il a atterri depuis les dernières élections au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Originaire de la province du Kasaï oriental, c'est lui que beaucoup ont découvert homme de Dieu, pasteur et représentant légal de l'église Image de l'Éternel, a d'autre part passé près de 30 ans à se perfectionner dans les études. Lorsque Dieu fait sa première prédication, il n'a pas parlé du ciel, il n'a pas parlé de la vie éternelle. Il a dit à Adam, Monsieur, fiscalité, douane, commerce international, économie et développement, sciences politiques et administratives, rares sont les domaines que Godem-Paul n'a pas touchés tout au long de son parcours académique impressionnant. Détenteur de 2 thèses à l'université de Kinshasa et à l'université catholique du Congo, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Godem-Paul a également été formé en Chine et il parcourt le monde depuis 2011 en tant que conférencier. Conséquence logique, cursus académique costaud, carrière professionnelle impressionnante. Godem-Paul gravit les échelons à la direction générale de douane et assises où il est encore aujourd'hui conseiller. Godem-Paul est également auteur, il a à son actif une bonne dizaine de livres publiés parlant de la politique, l'économie ou encore la religion. À la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis les dernières élections au pays, Godem-Paul est peut-être le président le plus remarquable que n'ait jamais connu cette institution. JMK Today.
impressionnant. Ça ne vous donne pas les tournis quand on parle de vous comme ça? Bon, vous savez, moi, ça me fait rire lorsque je vois des gens qui font leur thèse à l'âge de la retraite, organiser des fêtes au stade des martyrs. Oui. Tout ce qu'on vient de dire là, je le fais modestement. Et ça va faire pratiquement 20 ans que je suis dans l'enseignement. Le plus important, ce n'est pas que les gens sachent ce que je fais. Le plus important, c'est ce que je peux faire pour les Quinoises et Quinois, ainsi que l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, les gens qui se forment un peu à la hâte, depuis quelque temps, on assiste à une espèce de frénésie vers le doctorat, vite fait, tout ça. Pour vous, les scientifiques, ça ne vous choque pas un peu? Personnellement, ça me choque, parce que c'est anormal. Le professeur, c'est à la fois un intellectuel et un expert. Il doit avoir suivi un cursus. Mais chez nous ici, vous voyez quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science. Lorsqu'il était étudiant, il n'avait pas aligné une seule distinction. Mais un jour, vous apprendrez qu'il a soutenu sa thèse de doctorat. Et généralement, ces gens-là font trop de bruit dans les médias. Trop de bruit? Oui. Et je pense que, comme nous voulons relancer notre économie, il faudra que notre gouvernement central puisse avoir un œil très regardant de ces côtés-là. Parce qu'en fait, les docteurs, c'est les savants. S'il est déjà dit que pour être assistant, il faut avoir distingué au moins une fois, comment quelqu'un qui n'avait pas distingué, il peut devenir professeur? Donc ce sont des choses qu'il faut régler, mais ce qui me console, c'est que c'est les nombres là de ceux qui sont dans la frénésie, de ceux que moi j'appelle la doctorose. Doctorose? La doctorose. Alors, ils ne sont pas nombreux. Je suis sûr que chez vous, vous avez noté et vous avez beaucoup spéculé sur ça. Ils ne sont pas nombreux. Oui. Je voudrais que les gens ne puissent pas tous les sacraliser dans ce pays. Donc je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais il faut suivre les cursus. Mais les preuves sont là. Le problème, c'est que les professeurs, ça ne se décrète pas. Là, je voulais quand même que les ministres de l'enseignement supérieur universitaire puissent prendre cette question en main. Aujourd'hui, là, donc quelqu'un qui n'avait rien avec là, pour devenir professeur, il faut avoir été assistant premier mandat, assistant second mandat, chef des travaux, et enfin professeur. Mais ici, vous voyez, c'est une sorte de Dégogao. Vous connaissez Dégogao, c'est l'homme qui avait découvert l'embouchure. À peine il défend sa thèse, il faut voir il a déjà la carte de visite, professeur. Et il faut voir comment c'est médiatisé. Je pense que nous ne devons pas tout désacraliser dans ce pays. Les ambitions des hommes sur la terre, GMK, doivent être rabotées par l'unité de mesure. Il me semble que la bonne unité de mesure, c'est la bonne école. Il ne faut pas que nous puissions amener des aventures partout. Le professeur, c'est la personne la plus capée de la société. Dans l'échelle de valeurs, oui, après Dieu et les anges, il y a le professeur. Donc je voudrais... Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'intelligence dans notre pays? Oui, je sais que chez nous, le meilleur profil n'a jamais été un atout. Et nous allons nous battre pour que ça puisse changer. Parce que toutes ces universités fonctionnent dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui ont souffert pour atteindre ces niveaux-là. Alors comment... Les professeurs émettent des avis éclairés. Je ne presse pas pour ma propre chapelle, mais je voulais vous rappeler que lorsque nous étions encore de l'autre côté, je vous avais parlé de la TVA qui n'allait pas aboutir. Aujourd'hui, on fait l'unanimité. C'est ça le prof. Alors, Godem Mpoyi, professeur d'économie, on va beaucoup parler économie aujourd'hui avec vous. Moi, je vous ai connu sur les plateaux Télé 50 d'ailleurs, où vous venez nous expliquer les grandes théories autour de la TVA, du cadre macroéconomique, avec beaucoup de recul d'ailleurs, beaucoup de chiffres. Mais beaucoup plus une question, on va dire, d'approche. Pourquoi on vous redoute tant, Godem Mpoyi? Bon... votre émission
n'est pas bilingue, mais les Kino vont traduire à la maison. Non, c'est pas interdit. Moïbi alinga mtu atoshte. Moïbi alinga mtu atoshte. Bon, en langage clair, Moïbi alinga mtu atoshte, c'est-à-dire pour ceux qui nous suivent en Afrique et partout, le voleur n'aime pas quelqu'un qui a une torche. Voilà. C'est bien ça? Oui. Pourquoi? Non, parce que pour lui, ce pays doit rester dans l'État. Donc vous allez dévoiler ces manigances. Vous savez que si nous mettons fin au vol et au détournement, nous allons récupérer les 15 milliards de dollars. Ah, de Luzolo Bambi. Oui. D'heureuse mémoire. Oui, je certifie cela. 15 milliards échappent au trésor. Au trésor. C'est parce qu'il y a quelques amis qui pensent que la RDC doit rester dans cet état. Et moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai un appétit d'ordre. L'appétit d'ordre? Ah oui, lorsque vous rentrez dans mon champ d'action, vous serez exorcisé. Alors, quand vous êtes venu, vous avez été élu, Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on a senti Kinshasa bouger. Par les déclarations, ensuite par des manifestations quasi, on va dire, spectaculaires. L'ancien ministre des Finances, l'ancien président, qui est à votre place d'ailleurs, président provincial de l'Assemblée nationale, même le gouverneur l'actuel bouge, tremblote, tout ça. C'est pas un peu, on va dire, impressionnant ce que vous faites là, juste pour secouer les cocotiers et puis en réalité il n'y a pas grand-chose derrière. Non, non, nous on secoue les cocotiers et les fruits tombent. Je ne le fais pas seul, ce que je fais, je le fais avec les concours de tous mes collègues députés. Et l'actuel gouverneur a un grand avantage d'appartenir à la même famille politique que moi. Nous avons mais la même philosophie. Mais vous n'êtes pas des complices? Non, 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 il le sait. Il travaille bien, c'est pourquoi je le soutiens. Les jours où il va s'écarter un peu des fondamentaux du FCC, je vais le lui dire. Mais je suis fier de lui. Il travaille bien, à part les petits ratés qu'il y a eu pour le bourgmestre, et ça a été corrigé. Nous sommes en bon terme et avec lui, nous allons changer cette ville. Donc ce que les gens doivent retenir ici, c'est que pour changer la République démocratique du Congo, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1, la discipline des dirigeants. 2, le dur labeur de la population. Et 3, la bonne intelligence avec la communauté internationale. On appelle ça l'impoïsme. L'impoïsme? Voilà. Donc en fait... L'impoïsme? Répétez les trois, la trilogie impoïste. Oui, voilà. Et on étudie ça aujourd'hui dans nos universités. Oui. Pour changer la République démocratique du Congo, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1, la discipline des dirigeants. Donc il faut, quand on est dirigeant, il faut discipliner. On ne doit pas confondre sa poche et les biens de la République. Oh, j'y suis qui mange à l'hôtel, travaille à l'hôtel. Oui, voilà. On doit être, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. On doit être rigoureux dans les recrutements, dans la promotion et dans l'affectation. Malheureusement, chez nous, tout se fait selon les liens du sang et des sentiments. Oui, mais cette affaire de partis politiques qui envoient 70% de leurs militants dans des ministères, c'est pas choquant quand même. Non, on présume que les 60% là, c'est constitué des tatillons. Donc, en fait, c'est cette indiscipline qui a fait qu'aujourd'hui, tout ce que les Raïs a fait dans ce pays n'a pas été apprécié à sa juste valeur. C'est parce qu'il y a eu des inconscients qui ne comprennent pas. Aux commandes, pas disciplinés du tout. Oui, non, pas tous, mais lui-même l'avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Les gens pensaient qu'il était en train de blaguer, mais c'était la réalité. Parce que les gens doivent savoir qu'un miracle économique s'est produit dans ce pays depuis 2001. Et si nous avions accompagné cette grande vision, je pense que le Congo ne serait pas là où il est. Donc je voulais dire que dans l'impoïsme, donc le 3, c'est la bonne intelligence avec la communauté internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des États souverains. La diplomatie, elle doit être gérée au gré des intérêts.
Au gré des intérêts. Et il faut savoir s'adapter. Oui, s'adapter et surtout en tenant compte des rapports de force. Quelqu'un qui est plus fort que vous, ah oui, il ne faut pas l'affronter. Ah oui. Et donc, en relation internationale, parce que nous parlons de l'économie qui a aussi une sphère internationale, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la puissance. Et cette théorie se manifeste sous 3 aspects. Nous avons les hard power, les smart power et les soft power. Donc, dans les hard power, c'est la force qui compte. C'est pourquoi vous voyez hard power. Alors, lorsque vous êtes encore un État fragile comme nous, parce que nous sommes post-conflit, oui. Et il faut appliquer ce qu'on appelle les smart power. Donc, la puissance par l'intelligence. La souplesse. La souplesse, voir de quel côté passent les intérêts du pays. Et les soft power, comme font les Rwandais, par exemple. Hein, vous voyez, c'est un petit pays, mais qui surfe avec l'effort, avec la diplomatie. Ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. C'est vrai que le Congo est au centre des grands complots, mais avec beaucoup d'intelligence, nous pouvons dompter nos adversaires sans qu'ils ne puissent s'en apercevoir. Donc, je disais, la discipline des dirigeants, parce que c'est quand même anormal que dans un pays comme celui-ci, quelqu'un qui n'avait jamais distingué lors de son cursus normal. Oui. Un jour, vous suivez la télé, on vous dit qu'il est devenu docteur. Mais c'est des doctorats pour partir en enfer. Dieu est contre la tricherie. Parce que vous savez les dangers. Vous pouvez jouer avec tout, oui, mais ne jouez jamais avec l'enseignement. Avec le savoir. Ces messieurs à qui vous décernez un papier de docteur, c'est pour déformer nos enfants. Et Dieu n'accepte pas ce genre d'injustice. Donc il faut beaucoup de discipline, discipline budgétaire, discipline managériale. Ne jamais confondre la caisse de l'État de ses biens privés. Nous le faisons, nous allons récupérer les 15 milliards de dollars et la gratuité sera une grande réussite. On va parler longuement aujourd'hui de la gratuité aussi, mais j'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on parle un tout petit peu de la discipline qui est votre sphère d'intelligence, de prédilection, c'est l'économie. La RDC, le président Tshisekedi l'a dit pas plus qu'hier, que c'est un pays toujours potentiellement riche, mais que cette richesse potentielle ne se mange pas, ne se vend pas, il faut qu'on puisse transformer. Vous avez commencé à évoquer tout à l'heure les décollages de notre croissance depuis le 26 janvier 2001. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et on va atterrir à cette notion de budget parce que ça sera, comme qui dirait, la thématique de cette émission. Oui, comment c'est parti depuis le 26 janvier 2001 et quoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à faire 7 milliards de budget? Merci beaucoup. Petit balisage historique. Lorsque la RDC prend son indépendance, nous sommes le 30 juin 1960, les colonisateurs s'étaient organisés pour qu'il y ait 5 ans de chaos. 5 ans de chaos. De 60 à 65, l'État était inexistant. C'est finalement, en 1965, lorsque le maréchal Mobutu va prendre le pouvoir, il va commencer avec des réformes. Donc, on commence toujours par les réformes. Et vous verrez comment l'histoire se répète. Ce qui était arrivé en 1965, c'est ce qui est arrivé en 2001, et c'est ce qui est en train d'arriver avec le président de la République, que les Quinois et Quinois appellent affectueusement Fachi Béton. Et donc, nous sommes en 1965, lorsque le maréchal Mobutu prend le pouvoir, il va prendre la première mesure, c'est dans le cadre de ce qu'on appelait la convention Tchombe-Spak. Donc il fallait que les sièges de toutes les entreprises du portefeuille qui se trouvaient en Belgique soient transférés en RDC. Okay. 1966, la loi Bakajika, les terres revenaient à l'État. 1967, première réforme monétaire. Bilan, c'est les pics qu'on n'a jamais atteints en matière de croissance. Nous avons eu un taux de croissance de 17,6% entre 1965 et 1967. C'est à ce titre-là que la République d'Isaïr va rentrer dans son premier programme avec le Fonds monétaire international, qui était concluant
de 1967 à 1970, parce que par la suite, après cette réforme monétaire, en 1969, nous avons eu les premiers codes des investissements libéraux très attrayants. En 1970, nous avons eu la SOFIDE, et c'est toutes ces réformes qu'on a vu apparaître des grandes sociétés congolaises, notamment les Goudi, Sotexki et j'en passe et des meilleurs. Alors, lorsqu'on termine ce premier programme avec le Fonds monétaire international, on en a négocié un deuxième. Donc, il devait aller de 71 à 76. Donc, ces malaises des chocs exogènes ne datent pas d'aujourd'hui, parce que nous l'avons déjà connu en 1973. Qu'est-ce qui va se passer en 1973? Sur le plan international, nous avons ce qu'on appelle les Gold Standard Exchange, qui faisait que les dollars avaient le droit de convertibilité en dollars, en or. Alors, le dollar va connaître une dévaluation. Le dollar dévalua. Au même moment, les prix de nos métaux rouges étaient restés tels quels sur la place internationale. Les cuivres, le cobalt. Oui, c'est ce qui fait que les Zaïre n'a pas pu honorer ses engagements auprès de nos partenaires. C'est depuis lors que le marasme économique commença. Donc la chute aux enfers a commencé dans les années 70. 70, parce que les gens parlent de la zarénisation, peut-être. Oui. Il ne faut pas un effort pour faire un morcelage conceptuel. À la suite de ces marasmes, nous étions incapables d'honorer nos engagements vis-à-vis du Fonds monétaire international. C'est ainsi que vint la zaréanisation 73, radicalisation 74, rétrocession 75. Ça n'allait toujours pas. Et comme la planification économique fait le roi, vous aurez remarqué que c'est vers 1977 que la première contestation politique va commencer. Avec la lettre de trêve parlementaire en 1978. C'est une logique. Donc il faut, les questions de l'État étant polygonales, il faut en faire une lecture transversale. Parce que les gens pensent que cette contestation est venue comme ça. Non. Donc, les gens comme Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, ils avaient déjà vu loin et large la crise des années 70, voilà, avec son époque dans les parties de là. On a tenté avec la zarénisation, ça n'a pas marché, radicalisation, rétrocession en 1975, puis finalement, en 1978, nous allons avoir la loi cadre portant disposition applicable aux entreprises publiques. Oui. On évolue, quand on entre dans les années 85, la situation allait de mal en pis, jusqu'à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, ces soldats du peuple, que le Congo n'avait jamais connu. Oui. Alors, il va se passer quelque chose dans ce pays le 26 mai. Malheureusement que ça n'intéresse pas les gens chez nous, mais je préfère le dire. Oui. Parce que ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il lui avait été demandé de le dire. Et le 26 mai, le nouveau chef de l'État, le 26 janvier. Donc, lui, il prend son pouvoir au mois de janvier. Oui. Mais c'est le 26 mai qu'il va concrétiser son discours d'investiture. Il va recevoir les institutions de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, c'est ces jours-là que 3 grandes décisions ont été prises, et ce sont ces 3 grandes décisions qui orientent la croissance économique jusqu'à ce jour. Je ne le dis pas parce que je suis aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale, je l'ai toujours dit et j'avais promis de le répéter même devant un fusil. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Raïs va recevoir? Parce que autant nous disons que Papa Étienne c'est le père de la démocratie, autant nous devons avoir le courage de reconnaître que les Raïs c'est le père de la croissance économique. De la croissance économique. Personne ne peut s'en attribuer. Donc, c'est ces jours-là que les économistes le savent. Donc ça, nous ne sommes pas dans... C'est indiscutable. Nous ne sommes pas dans les débats de la rue. Donc ça, c'est scientifique et technique. C'est ces jours-là que l'avenir de la RDC a été scellé
Et je crois qu'avec Fachi Béton, cette vision, cette flamme ne va pas s'éteindre. Je crois comme à ma propre vie. Lorsque les Raïs va recevoir les institutions de Bretton Woods ces jours-là, ils vont prendre 3 décisions importantes. 1, il fallait laisser la monnaie flotter. On fait flotter les francs congolais. Voilà. 2, il fallait appliquer la vérité des prix dans le secteur pétrolier. Et 3, il fallait accepter cette foultitude de réformes apportées par les Fonds monétaires à la Banque mondiale, dont la réforme phare a été le code minier de 2002. C'est ce code-là qui a rendu le secteur attrayant et tiré avec force la croissance de notre pays. Et depuis, la croissance n'a cessé d'être positive. Ce que les gens ne savent pas, je sais que moi et vous, on en parlait dans les couloirs. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2001, le budget de la République démocratique du Congo était de 296 millions. Seulement. De dollars. 296 c'est à la suite, parce que les gens, vous savez, moi, je ne voulais pas tout de suite faire la politique, c'est par révolte que j'ai décidé de le faire, parce que Dieu nous a donné un paradis. Et on ne doit pas continuer à mourir de faim. Ce sont ces 3 mesures qui ont amené la croissance. J'ai l'autorité de le dire. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on laisse la monnaie flotter? Elle retrouve sa vraie valeur, elle va se stabiliser. Lorsque vous pratiquez la vérité des prix dans le secteur pétrolier, on va vendre les produits pétroliers à sa vraie valeur, bien sûr, avec par moment la fiscalité négative. Oui. À ce moment-là, il n'y avait plus de fil. Et vous aurez remarqué que ça va faire pratiquement 18 ans qu'on n'a plus connu ce genre de choses. Oui, oui. À la pompe. Ça doit être dit et avec beaucoup d'autorité. Maintenant, il y a eu cette foultitude de réformes, mais la réforme phare qui a apporté la croissance, c'est le code de 2002. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi on avait accordé tant d'avantages aux expatriés? Oui. Le développement d'un État est chronophage. Il s'inscrit dans le temps. Dans le temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rousseau l'avait dit avant moi. C'est une démarche processuelle. Ce qui fait mal. Je ne dis pas que je suis le savant de la République, mais je pense que la façon dont nous abordons les questions de l'État sur la place publique laisse à désirer. La politique est une chose tellement importante qu'on ne doit pas la laisser entre les mains de tout le monde. Aux aventuriers. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les codes de 2002, il accordait beaucoup d'avantages, notamment les mécanismes d'amortissement et les régimes particuliers à ce qui concernait la fiscalité. Donc, on avait d'une part créé une niche fiscale pour les sociétés minières, pendant que toutes les entreprises étaient alignées sur un taux d'abord de 40 puis de 35%, et ils étaient à 30%. Mais le grand avantage, c'est qu'au lieu de procéder à l'amortissement linéaire, il leur a été accordé l'amortissement dégressif. C'est-à-dire, c'était pour leur permettre de récupérer tout de suite l'argent investi. Et lorsqu'on applique l'amortissement dégressif, sur le plan de fiscalité, cela aura un impact, l'assiette va se rétrécir. C'était en fait pour que les investisseurs ne puissent pas ressentir tout de suite le fardeau de leur investissement. Et il était dit dans ces codes miniers qu'on devait les revoir 10 ans après. Ce qui a été fait. Qu'est-ce qui va arriver lorsque les Raïs va recevoir ces experts? C'est ce qui a fait que nous avons commencé en 2001 même, à partir du mois de juin, par les PIR, donc le programme intérimaire renforcé. C'est ce programme qui nous a amené en 2002 dans la phase du PEG 1, qui est allé de 2002 jusqu'en 2006, mais il y a eu rupture parce qu'on constata un dérapage budgétaire, c'était naturellement à la suite des élections qu'on avait organisées en 2006, et ainsi que les contrats chinois. Parce que pour les institutions de Bretton Woods, il devait y avoir de la cohérence dans nos politiques publiques. Nous étions engagés déjà avec les institutions de Bretton Woods. Nous avions reçu plusieurs fois des facilités dans le cadre de l'addiction de la pauvreté. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à atteindre d'abord le point de décision de l'initiative PPT
puis les points d'achèvement qui a fait que nous puissions obtenir l'effacement de notre dette de plus de 12 milliards de dollars. Oui. Alors, la communauté internationale ne comprenait pas comment nous pouvons, pendant que nous sommes dans la procédure de l'obtention de l'affaissement de la dette, de l'effacement de la dette, et continuer encore à prendre des engagements qui étaient en réalité des nouvelles dettes qu'on contractait. 9 milliards. Alors, 8 milliards 800. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Devant ces dilemmes, le Fonds monétaire a pu se retirer. Finalement, il y a eu le programme relais de consolidation en 2006. Ils sont revenus en 2009 pour repartir en 2012 à la suite de ce qu'on a appelé la cession non transparente des titres miniers de la GECAMINE dans le cadre de Mutanda Mining. Oui. Donc, bref, je voudrais, avant de rejoindre le président de la République, qui dit que nous devons transformer le potentiel en richesse, que les gens comprennent d'où nous venons, où nous sommes, et je suis sûr qu'avec le président de la République, nous irons encore très loin. Qu'est-ce qui se passe? Ce pays, pour la toute première fois, a connu un taux de croissance positif sur une période de 18 ans. Donc, depuis l'indépendance, c'est la période de Joseph Kabila a connu une croissance positive. Tout économiste sérieux, quelles que soient ses convictions politiques, doit le savoir. Le problème, c'est que vous, pour des questions économiques, vous invitez des philosophes. Et à ce moment-là... De la preuve, on a un économiste aujourd'hui, on est bien servi. Je ne suis pas seulement principiel. Oui. Je suis factuel. L'économie étant chiffréiste, vous pouvez le vérifier. En 2001, notre budget était de 296 millions. Et sur cette période, les salaires étaient payés chaque mois. C'est vraiment un exploit. C'est pourquoi je crois qu'avec le président de la République, qui est d'ailleurs en alliance avec les Raïs, oui. Je pense que ça sera un bon continuum. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire? C'est d'imaginer comment transformer nos potentialités en richesse. Quelles sont nos potentialités? Le secteur minier congolais représente 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. Et nous n'avons pas que ça. Lorsque vous prenez notre hydrographie, nous avons le fleuve Congo, que j'aime bien appeler le fleuve Zaïre, pas dans le sens péjoratif parce que j'ai grandi avec ça. Oui. Ce fleuve est long de 4 700 km. Sixième au monde de par sa longueur. Donc ça arrose toute la République. Et deuxième de par son aire de drainage. Avec ce fleuve, nous pouvons exporter de l'eau douce. Nous pouvons faire de la pêcherie industrielle. Et je voulais vous informer que rien qu'entre le Poul Malebo et Kisangani, le potentiel est de 120 tonnes poissons par jour. 120 tonnes. Et pour y arriver, il faut seulement acheter des chalutiers. Et un chalutier coûte 500 000 $. À part le fleuve, donc je parle d'abord du fleuve lui-même. Oui. Avec le fleuve, nous pouvons faire de l'électricité. C'est ce qui fait que notre potentiel électrique est de 13% sur le plan mondial. Nous pouvons... autant de barrages qu'on veut. Hein? Oui, par des joint ventures, nous avons ces courants, nous allons les vendre au Nigeria, nous allons les vendre en Afrique du Sud. À part ça, ce fleuve, c'est pratiquement une autoroute. Donc on peut faire couler autant de marchandises. Autant de marchandises par le fleuve. On peut faire le tourisme par le fleuve. Mais malheureusement, lorsque vous les traversez, ce sont des chiens morts qui rencontrent votre canot rapide lorsque vous êtes en train de traverser. C'est triste. Et je crois que même les poissons sont en train de se plaindre dans ce fleuve-là en disant mais pourquoi Dieu nous avait envoyés ici. Alors, les poissons mères de vieillesse d'après... C'est ça les potentialités que nous devons transformer. Donc on décline d'abord les potentialités avant de faire voir comment nous pouvons transformer ça en richesse. À part les fleuves, nous avons au moins 83 lacs dans ces pays, dont les plus poissonnés du monde. Mais avec ça, on continue à importer des chinchards. Si. De Namibie, du Sénégal. Donc il y a un problème. Et quand vous voulez parler, il veut dire quoi? J'ai dit que.
Je dis que. Donc, et avec autorité. Avec beaucoup d'autorité. L'émergence passe par l'intelligence. Donc, à part les fleuves, j'étais en train de dire que nous avons 83 lacs, dont les plus poissonnés du monde. Cela doit nous questionner et questionner. Lorsque vous quittez notre hydrographie, je ne veux pas parler des rivières avec lesquelles on peut avoir toutes sortes de barrages. C'est quand même révoltant qu'aujourd'hui, les sociétés minières importent l'électricité de la Zambie. C'est ça les questions de la République qui doivent nous hanter. C'est ça les grands débats de notre pays. Dans beaucoup de questions d'ailleurs qu'on nous pose, si Godin Poy était le Premier ministre de la RDC, quelle politique économique aurait-il mis en place? Bon, déjà ils disent pour augmenter les budgets de 7 milliards. C'est un docteur qui nous appelle de Dakar, il s'appelle Docteur Vincent, qui nous suit au Sénégal. Docteur Vincent, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on est Premier ministre, la planification économique, comme j'étais en train de le dire, était chronophage. Il y a des actions qu'on pose à court, moyen et long terme. Donc, en République démocratique du Congo, lorsque vous êtes nommé Premier ministre, la première des choses qu'il faut faire, il faut regarder la charpente budgétaire de notre pays. Dans nos recettes courantes, il est établi qu'au moins 70% de nos recettes courantes proviennent de la fiscalité et de la parafiscalité. Oui, oui. Et il y a également les participations, c'est-à-dire les recettes générées par les portefeuilles de l'État. Les entreprises. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez à court terme, on ne cherche pas tout de suite à faire des modélisations. À court terme, il est connu et reconnu dans ce pays que la grande barrière à la mobilisation accrue de recettes, elle est anthropologique. Oui, en langage plus clair. Donc, ce sont les hommes qui font défaut. Donc, l'homme congolais est l'handicap au budget important. La plupart des gens qui travaillent, pas tous bien sûr, la plupart des gens qui travaillent dans les services mobilisateurs de recettes, oui, la tendance, c'est de prendre les biens de la République. De se servir. Et se servir. C'est ça notre malheur. Et même les gens que nous traquons là, nous ne les traquons pas parce qu'ils ont pris nos biens. Ils sont à la base de ces morts récurrentes qu'il y a à Mamayem, faute de médicaments. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Donc, si les routes sont abîmées dans ce pays, c'est notamment à cause de ces gens-là. Bref, je voulais dire au docteur Vincent, oui, que la mobilisation accrue des recettes passe par l'application de la théorie de la chicotte et de la carotte. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez Premier ministre, la première des choses, il faut faire comme Florent Ibenge. C'est-à-dire rechercher les meilleurs. Le meilleur économiste. Vous voyez, regardez, vous voyez dans nos régies financières, oui, dans les sociétés commerciales, oui, vous mettez les gens comme les Ruguiza partout. Oui, nous allons, il a monté ça. Nous allons, l'année prochaine, nous n'allons pas avoir moins de 15 milliards de dollars. L'année prochaine déjà. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire le problème, pendant que les gens souffrent là, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tous se permettre de prendre l'argent de l'État, pendant que les parents souffrent, les policiers souffrent, les militaires souffrent. Donc la première des choses, c'est de savoir qui mettre à la tête d'une régie financière, d'une société commerciale. Depuis la réforme du portefeuille, 17 juillet 2008, ce pays a 20 sociétés commerciales, 20 établissements publics et 5 services publics. Alors, lorsque vous mettez de l'ordre de ce côté-là, vous procédez d'abord de manière empirique. Le docteur Vincent qui est au Sénégal, il le sait. Oui. Lorsque vous êtes au Sénégal, les ratios recettes fiscales PIB est de 25%. 25%. C'est-à-dire que, au bas mot, lorsque vous êtes Premier ministre dans un État, les recettes fiscales que vous pouvez attendre par rapport à votre pays, lorsque nous sommes dans l'espace OCDE, la moyenne de ces ratios est de 33%, mais il y a les États comme la France qui vont jusqu'à 47%. Lorsque vous êtes en Afrique, ici, la moyenne est de 20%. Et je vous dis les cas du Sénégal, où les ratios est de 25%. Et chez nous alors?
Chez nous, c'est moins de 10%. Non, c'est scandaleux. Donc, comment c'est simple. C'est scandaleux. Il suffit seulement de prendre notre PIB qui est estimé aujourd'hui donc à 50 milliards. Oui. Vous prenez seulement les 20%, ça vous fait 10 milliards. C'est ça le minimum que les fiscs doivent mobiliser. Donc ça veut dire que même les 7 milliards qu'on a proposés à l'Assemblée nationale, c'est moins que notre capacité de mobilisation. Nous allons expliquer c'est moins, mais nous allons expliquer pourquoi ça a été fait de la sorte. Donc, les autres le font. Ici, tout est difficile pour nous. Même pour se laver, il faut que les Chinois viennent le faire. Je pense que c'est anormal. Tout est difficile. Oui. Impossible parfois. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé dans ma théorie là qu'on appelle l'impoïsme. Il y a la discipline des dirigeants, le dur labeur de la population. Évidemment, il faut que les gens sachent aussi que dans ces régies-là, dans ces sociétés-là commerciales, il y a des gens corrects, mais qui sont des fois étouffés. On ne les laisse pas s'exprimer. Voilà. On ne leur donne pas de responsabilités. Qui sont étouffés. Mais pour y arriver, il y a aussi des préalables. Il faut améliorer davantage leurs conditions de vie. Mais maintenant, pour revenir au budget qui est de 7 milliards... Il dit comment va-t-il faire, comment il devrait faire pour augmenter de 7 milliards un peu plus. Le premier élément de réponse, il a trouvé. C'est comme c'est la première année, il faut que les ratios là soient de 20%. Quitter les 10% que nous avons pour augmenter. C'est faisable. Et lorsque vous quittez, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse seulement pointer du doigt proclamer les régies financières, oui. Il y a au moins 20 sociétés commerciales dans ces pays. Au moins 20 établissements publics. Mais quand vous lisez les budgets de notre pays, ce qu'il rapporte au budget de l'État, c'est superfétatoire, c'est incongru, c'est anodin. C'est ce qui fait que la République démocratique du Congo a une atonie des recettes. Donc, il y a des barrières anthropologiques. Et chaque État, et c'est ça le rôle de services de renseignement, chaque État identifie ses meilleurs enfants. Comment le Japon s'est développé? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Le Japon n'a pas de ressources naturelles comme nous. Pas de mines. Mais les Japon prêtent l'argent aux Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié leurs meilleurs enfants. On les avait envoyés dans les grandes universités occidentales où vous avez étudié. Ces enfants sont rentrés avec les savoirs. Et je voudrais rappeler ici que les savoirs n'a de sens que lorsqu'ils débouchent sur la trilogie du savoir. À savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Oh, alors, c'est bien dit ça. Alors maintenant, donc on doit, il faudra que dans ces pays, qu'on puisse identifier filière par filière les meilleurs. Comment on découvre les meilleurs? C'est par rapport à l'université fréquentée. C'est par rapport aux avis éclairés qu'on a émis par le passé. C'est par rapport à la qualité de la production intellectuelle. C'est par rapport aussi à la compétence professionnelle. Parce que j'étais en train de vous dire que le professeur est à la fois intellectuel expert. Donc, lorsque vous identifiez ces personnes-là, qui constituent le capital humain, au sens de Gary Becker, cet économiste américain prix Nobel de l'économie qui disait le capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé, qui a suffisamment d'éthique. Donc, vous prenez ces gens-là, vous les mettez, vous les responsabilisez au niveau des régies, au niveau des sociétés commerciales, au niveau des établissements publics, au niveau des services publics, c'est possible d'avoisiner les 15 milliards comme le professeur Luzo Lobambi l'avait dit. Maintenant, je vais expliquer. Oui. Parce que je vois il y a quand même une sorte d'acharnement. Nous ne voulons plus d'un budget de 7 milliards. Oui. Et ceux qui disent là, oui, ils ont exercé les mêmes fonctions par le passé. Pourquoi ils n'avaient pas présenté mieux que ça? Il dit oui, Lunga est arrivé. Non. Il propose que 7 milliards. Ça, là, c'est faible. C'est de la récupération politicienne. Lisez l'histoire budgétaire de ce pays. On n'a jamais eu un budget de plus de 10 milliards de dollars. Je n'encourage pas les premiers ministres, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas, parce que ces gens-là qui parlent, et quand ils étaient là, c'était pire. Donc, depuis que le Congo est Congo, la seule fois où nous avons dépassé au niveau de l'exécution les 4 milliards, c'est à partir de 2012. Donc, c'était dû à l'embellie
Dans le secteur minier, dans le notamment. secteur minier. Avec la montée du cuivre. Donc il ne faut pas que les gens... Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Oui. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a des répercussions négatives sur les finances publiques de la RDC. J'explique, je ne justifie pas la modicité. Je vais donner des propositions par la suite. Les grands partenaires commerciaux de la RDC, en tant que regroupement économique, c'est d'abord l'Union européenne. Mais d'État en État, c'est la Chine qui est le plus grand partenaire de la RDC. La Chine vous contrôle les 8% des importations mondiales, 8% 12% des exportations mondiales. Elle achète à elle seule entre 40 et 50% des matières premières qui sont vendues sur la place internationale. Mais la Chine a des problèmes depuis la guerre que la guerre commerciale a constaté, parce que cette guerre a commencé tout simplement à la suite du déficit constaté par le président Trump dans ses transactions commerciales avec la Chine. Ces déficits avaient atteint le seuil de 420 milliards de dollars. Alors, comme la Chine ne sait plus vendre comme par le passé, il y a maintenant un problème au niveau de l'économie chinoise. Donc la Chine achète suffisamment de matières premières lorsqu'elle vend davantage. Maintenant que le marché s'est rétréci, il y a la tonne de la demande sur la place. Vous aurez remarqué qu'en décembre 2018, le cobalt était à 55 000, mais il est tombé jusqu'à moins de 30 000. Les gens parlent de quoi? Lorsqu'on fait les billets d'un État, il y a le cadrage qui tient compte des aspects nationaux et des aspects internationaux. Et les aspects qui comptent, ce sont les aspects de vos grands partenaires. Donc, il y a un problème, c'est que depuis que ce pays a commencé, personne n'a jamais mobilisé 10 milliards de dollars. Je n'encourage pas les 7 milliards, mais j'explique pourquoi on en est là. C'est que les gens doivent savoir que les budgets de l'État est un conflit entre l'économie et le management. Et pour ceux qui connaissent le management public, il y a des fonctions séquentielles en management public. Et la première, c'est la planification. Donc le budget fait partie de la planification. La planification économique a toujours été minimaliste. Lorsque j'élabore un budget de 7 milliards, il s'agit de valeurs planchées. Au niveau de l'exécution, c'est sûr qu'avec un peu de stratégie, on peut faire plus. C'est-à-dire qu'il a minoré. Non, il n'a pas minoré. Non, d'une manière prudente. C'est ça la prudence économique. Je ne veux pas citer le président d'un État voisin, dont je préfère taire le nom ici. Oui. Lorsqu'il accédait au pouvoir, il tirait le gros de ses revenus de la vente de pétrole. Quand il prenait le pouvoir, les barils à l'époque étaient à 70 $. Et pourtant, le prix habituel, qui était connu de tous, et retenu même par cœur, était de 35 $. Absolument. Et lui, il va concevoir un programme sur base de 70 $. Qu'est-ce qui arriva? Quand il commençait à exercer son programme, le prix redescendit à sa valeur normale. Il n'a pas pu terminer son mandat. Et on connaît la suite. Le fait d'accepter les 7 milliards, c'est de l'intelligence économique. Mais on ne dit pas que les gens doivent le savoir. Il y a une logique gestionnelle. L'économie et le management s'embrassent quelque part, ainsi que les politiques publiques. Lorsqu'on parle d'un budget, il s'agit tout simplement de la planification. Le budget, c'est un plan annuel. Le programme, c'est un plan à moyen terme. Alors, si docteur Vincent dit, on a planifié 7 milliards, oui. Oui, mais on peut aller... Mais est-ce que, en réalisation terrain, oui, si des circonstances heureuses adviennent, la discipline des dirigeants dont vous avez parlé, le dur labeur de la population, punition, oui, la carotte, le bâton, oui, est-ce qu'on peut dépasser 7 milliards? On peut atteindre même 15 milliards. Mais pour cela, il faut également qu'il y ait la culture fiscale dans les chefs de la population. Chez nous, c'est 7%, il paraît. Oui, ça dépasse rarement les 10%. C'est ça le problème. Et là, oui, il y a la responsabilité du fisc, mais il y a aussi la responsabilité des contribuables. Nous sommes tous fiscophobes.
Fiscophobes. Nous sommes tous fiscophobes. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la... Non, personne n'aime pas l'impôt. C'est vrai que l'argent c'est quelque chose... C'est valable pour l'autre. C'est vrai que l'argent c'est quelque chose de précieux, ce n'est pas toujours de gaieté de quelque qu'on s'en dessaisit. Oui. Mais chacun de nous a l'obligation constitutionnelle. De payer l'impôt. De payer l'impôt. Je sais, quand je sensibilise, les gens me disent, mais nous attendons voir ce qu'on va faire de ce qui a été collecté. Oui, mais il faudra que nous puissions maintenant faire corps avec la République et regarder avec elle dans la même direction. Autant nous traquons les gestionnaires indélicats, oui, autant nous devons sensibiliser davantage la population pour qu'elle contribue aux charges de l'État. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un bilan développementaliste. Donc, ce que j'ai donné comme réponse au docteur, oui, ça c'est à court terme. Alors, il y a un professeur qui habite à Pointe-Noire qui dit le docteur Poy est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est l'autorité budgétaire. Quel est le budget de Kinshasa et quels sont les arguments qui justifient ça? Oui, lorsque nous sommes arrivés, pour que les gens le sachent, nous n'avons trouvé que 50 millions de dollars qu'on mobilisait chaque... 50 millions oui, oui. Pour une capitale de 10 millions d'habitants? Non, et aujourd'hui, on nous parle de 15 millions. 15 millions. Donc, là, il a raison, nous sommes en train de nous battre. On va y aller crescendo. Bon, de 50 millions, vous voulez aller jusqu'à combien? Votre budget est prévu pour 2020? Non, ce que nous nous battons, c'est nous nous battons pour avoir 200 millions par mois. Par mois? Oui. Comment nous comptons le faire? La ville de Kinshasa n'a pas de métaux rouges comme les Katanga, oui, et les Kivu. Oui. Mais nous avons nos immeubles. Nous avons un problème de l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt foncier? Oui, les gens doivent comprendre ce que j'ai dit. Il y a une constitution de 2006 qui a abrogé toutes les dispositions antérieures et contraires. C'est-à-dire? La constitution de 2006 institue la décentralisation. Mais la difficulté qu'a la ville de Kinshasa, c'est que les sociétés immobilières ne payent jamais l'IREL, elles vont payer l'impôt sur les bénéfices au niveau de la DGI. Mais vous avez créé la DGRK. Oui, c'est ça, donc nous allons nous battre. Comment vous allez faire avec l'impôt national et votre impôt au niveau de la DGI? Nous allons nous battre, bien sûr. Il y a un chevauchement. Nous allons nous battre pour que cet impôt revienne à la ville de Kinshasa et que les sociétés immobilières continuent à payer leur impôt sur les bénéfices à la DGI, mais en considérant l'IREL payé au niveau de la ville comme étant une charge. Vous allez avoir, vous allez avoir 200 millions. Oui, nous allons commencer d'abord nous-mêmes. Ça va vous faire en interne, en attendant que la rétrocession soit régulière. Non, ça c'est une autre affaire. Oui, une autre affaire. Laissez-moi vous poser cette question. Enfin, c'est pas moi qui pose, c'est mais de toute manière, à moins qu'on soit de mauvaise foi. C'est vrai que Kinshasa est toujours sale, mais pas sale comme elle l'a été hier. C'est en train de changer. Ah voilà. Mais votre stratégie là, ça va aller comment? Vous allez faire payer les Quinois pour qu'ils financent cette propriété de Kinshasa, et vous avez d'autres méthodes pour le faire? Non, il y a plusieurs ressources. Nous-mêmes, nous avons des régies qui vont produire également de l'argent. Donc avec les Quinois, nous allons progressivement. Et les Quinois lui-même, quand il verra que nous sommes en train de nous occuper de lui, il va nous accompagner. Les Quinois n'a jamais été méchant. Les Quinois ont toujours été gentils. C'est pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Oui. Que tu sois de l'Ituri, que tu sois du Kivu, Kasaï, Bandundu, Bakongo, Équateur, dès que tu mets tes pieds à Kinshasa, oui, tu es Quinois comme tout le monde et tu as les mêmes droits. Ah bon? Voilà. Mais justement, celui-ci, José Moti à Lubumbashi, il dit entre Kimbuta et Guy Matondo, qui doit rendre compte? Voilà, je préfère répondre à... José Moti à Lubumbashi. Je préfère répondre... D'autres questions arrivent. Je préfère répondre à cette question. Oui. Jean-Marie, le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. C'est-à-dire, répondez un tout petit peu. Parce que c'est le genre de questions que les gens posent. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a de pouvoir que sur les personnes qui sont en fonction. Ah bon? Lorsque moi j'arrive, c'est lui, le gouverneur que vous venez de citer, oui, il n'était plus en fonction. Oui, mais la loi est dynamique, non? Suivez-moi. Oui, la continuité des affaires de l'État. Suivez-moi, lui n'était pas là, donc on ne pouvait pas l'interpeller parce qu'il n'était plus en fonction. Sinon, un jour, on va me demander de vous interpeller. L'État des droits a ses obligations.
Et j'avais oublié de vous dire que le mariage FCCK, c'est le mariage entre la croissance économique et l'état des droits. Ah, d'accord. C'est le mariage entre l'état de droit et la croissance. C'est le mariage entre l'intelligence et la sagesse. Bon. C'est le mariage entre la passion et la raison. Entre la passion et la raison. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Oui. Donc, nous sommes des légalistes. Nous avons interpellé tous ceux qui étaient interpellables parce qu'ils étaient en fonction. Guy Matondo était en fonction. Il était en fonction. Maintenant, pour le reste, il y a une équipe qui audite tous les services de la ville. Et ça se fait, ça? Ça continue jusqu'à ce jour, on n'a rien oublié. Donc, si par malheur, oui. votre nom va se retrouver sur la liste. Ah, je n'ai jamais géré. Vous n'avez jamais géré. Non. Moi, j'ai un privé, 100%. En tout cas, Olana Daniel. Merci beaucoup. Olana Daniel. L'autre question. Oui. Parce que on nous a dit donc, il faut dire à notre ami. Oui, entre Guy Matondo et Kimbuta. Donc, vous attendez, l'audit continue. L'audit continue. Tout celui qui sera sur la liste des prédateurs, Olana Daniel. Olana Daniel. Alors, donc, il ne faut pas. Parce que beaucoup de gens posent ces questions-là. Oui. Et le drame chez nous, c'est que, au lieu de faire comme notre compatriote du Katanga, oui, qui pose la question, non, les autres. Enfin, ce pays, je ne sais pas là où nous allons. Ce sont ceux qui ne connaissent pas, qui condamnent ceux qui connaissent un peu. Ce que vous ne connaissez pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors justement, il y a un collectif des étudiants de l'université de Kinshasa qui pose cette question. Pourquoi le président Mpoyi refuse de payer les arriérés de ceux qui ont travaillé avec Kimbuta? Très bonne question. La première précision, c'est que tous ceux qui réclamaient les arriérés étaient déjà payés. Ah bon? Ils étaient venus pour voler. Oh, c'est-à-dire? Donc, ils voulaient être payés 2 fois. Ils sont rentrés. Ces gens-là étaient déjà payés depuis 2011. Comme ils sont habités par le mal, ils étaient rentrés pour chercher à se faire encore payer. Et vous avez détecté ça? On a détecté ça. On a bloqué l'argent, on a retourné ça à l'hôtel de ville. Je vous ai dit que Moïbe Alingamuto a torche. Donc ce Moutoza a torche, Moïbe, et c'est le groupe là de ces prédateurs, oui. Ce sont eux qui... Ils appellent, ils vous disent qu'ils sont des Lénikines, mais si vous vous rappelez à ce numéro-là, oui. Il n'y a pas des étudiants là-bas. Oh. C'est eux-mêmes, ils ont créé un réseau là avec quelques alliés qu'ils ont recrutés dans les médias, mais les alliés ne sont pas nombreux. Oui. Je remercie la presse qui m'accompagne devant le président. Je vous remercie, transmettez mes remerciements à toute la presse. Merci beaucoup. Ils ont recruté quelques abîmés, mais la machine ne tourne pas. Si vous vous rappelez à ces numéros-là, oui. Ça ne vient pas de l'Inikin. Je peux vous dire ceci. Ces gens étaient déjà payés. Ils reviennent pour la 2e fois qu'on leur paye encore. Et ils me disent à moi, président Isakop, moi je ne suis pas long à faire des combines. Ah, c'est-à-dire, ils voulaient que vous sortiez cet argent et vous vous retrouvez et si j'avais accepté, il allait me faire des rétrocommissions. C'est une faute. Je ne fonctionne pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ils ont cherché même à mêler à leur aventure-là le nom d'un grand quinois. Boteti de res mémoire. Oui. Je vais demander à mes collègues députés, nous allons voir comment décorer ce grand quinois qui a. Boteti. Oui, Boteti. Le fait Boteti de res mémoire n'a aucun problème avec l'Assemblée provinciale. Sa famille ne nous a jamais réclamé quelque chose. Parce qu'il était mort, hein? Oui. Sa famille ne nous a jamais réclamé quelque chose. Et je salue cette grande famille en passant. Il y a des gens qui voulaient souiller le nom de ces grands quinois. Nous allons réfléchir ensemble avec mes collègues députés pour voir comment on doit décorer ces grands quinois. Donc ce sont des gens qui étaient habitués à venir voler. Mais si vous avez torche près là. Oui, justement.
Donc la seule compétence qu'ils avaient, c'était le vol et le jure. Alors, monsieur Tozana Kisasa. Oui. Lobanano. Makamu nyonso yo ozo sala Golden Poi. Ouais. Bakino bazota la yo. Ouais. Oza na rando na bato bazaki na ville awa. Oza ko envier train de vie na bango, yo pe lingo se retrouver yango ozo chauffer bango pour récupérer ba mituka, récupérer ba mbongo. Yango te. Ozo tuna pona bato yo yibingai. Ngana yo to ba ile lote. Ngana zo poser question. Ozo poser ba question. Na oza na rando na tina rando na bango ya nini? Ngana na rando na ba miyibi. Naza nga mozuité na yebi yango, mais naza mobola te. Oui, bien, donc Zanga bien, naza na média depuis 20 ans. Bazo landa yo. Donc rando ezate. Rando ezate, donc awa goda gandengwana et banda depuis DGDA. Soko kutana grand prêtre de Ogracia Soroguiza Maguera, les meilleurs DG de la RDC appellation bien contrôlée. Alors il faut que godé comme ça. Et banda le loté. Train de vie de bango bango. Train de vie de bango basaki nango. Tango bayaki basaki banani. Vie à bien. Donc de comparer tango bayaka. Vie à bien na moyibi. Vie à bien na moyibi. Zonga bien ya. Ozaonde. Donc mboko ana bato amaele boye moi groupe à bato moko 20 pour na moyi. La seule compétence qu'ils ont c'est le vol et l'injure. Ngana olandaka bangote. Na golula bango na nini na moyibi na classe au basala malamu ou bien nini. Sanga bien ngana to ebanité. Naza nga mozuité mais oyebinga bien. L'autre question. Ah voilà. Sanga bien. Les gens se posent la question. Golden Poi jusqu'où il va aller avec tout ça. Donc nazo je dis ceci. Est-ce que ça populisme? Non. Il y a souci en Mboka, Ezali Alingala qui s'attanga mingi c'est quoi? C'est la passion du Congo. Méléguée par les raïs et la raison apportée par le président de la République que les Quinois et Quinois appellent affectueusement Fachi Beton. Vous croyez que nous devons... Les raïs a amené la croissance dans ce pays. Vous voulez que ça s'arrête? La flamme a été allumée par les raïs en 2001. Nous devons la maintenir, non seulement allumée, mais elle doit calciner toute la misère du Congo. Le cadre a été déjà dressé. Maintenant, nous devons nous y investir pour que le Congo puisse atteindre l'émergence. Mais Balobi que sans tant on peut se retrouver, Mounoko ezolo babou. Là, se retrouver à la tala, yebisa bango boy. Oyozo kangama. Yebisa bango boy. Tango banda olia. Yebisa bango na se retrouver à la vana ya na politique. Oyebi bango bien mais ozo ba. Na se retrouver à na zana moi église na ngate. Non mais hein? Nana moi église na ngate. Moi mpio jezali. Moi prof paix. Moi qui douanier paix. 25 ans na douane ezali. Donc ça va. Ah de atika. Na olula bango na ni na moyibi ou bien na classe malamba ça. Na lobite ke na leki bango. Mais naza na eloko olela bango tenenge bazono bawana. Bazali ko faire véhiculer makambo lokuta. Biso ngai ezali conviction na ngai leka epa union son atanga na bosa na kate na bane 89. Déjà moi na classe na biso moko alingaka tricher na 4 examens. Principe qui date. Non, ça ne date pas de Tozo Salapomu, tu peux dire, mais Bisoté, tout ça, pour na Congo, pour na Kin. Bisoté, quand nous on grandissait, cette ville n'avait rien envie à louer. Au lieu c'était en Belgique. Oui, il y a des gens qui vont accepter de détruire la ville de Kinshasa. Les gens meurent à Mamayemo. Les policiers ne sont pas bien payés. Et ces gens prennent des millions. Ils vendront leur argent pour remettre leur bien pour remettre cet argent. Ça, je vous l'ai dit, vous pouvez le croire. Et vous suivez, hein? Oui, je n'ai pas perdu. Donc, vous voyez même, quand nous parlons de ces choses, je ne dis pas que moi je ne suis pas riche. Mais j'avais un travail rémunérateur. Le rêve de tout Congolais, c'est de travailler à la douane. Et j'étais dans la technostructure de la DGDA. Je suis venu pour servir ce peuple qui m'a fait confiance. On ne peut pas accepter qu'un groupe de 20 personnes puisse prendre toute la propriété de la ville de Kinshasa. Mais c'est révoltant.
Alors, terminez cette émission parce qu'on est en direct. Vous savez que les gens nous suivent de partout. Il y a une tonne de questions. Aujourd'hui, les priorités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est que vous êtes autorité militaire, naturellement. Vous avez quelles priorités? On a parlé de Kinbo Peto. Mais là, vous parlez de bonne gouvernance. Est-ce que vous parlez aussi de programmes de restructuration de cette ville? Parce qu'il y a l'infrastructure qui laisse à désirer, des marchés qui pullulent partout. C'est quoi les priorités? Vous allez commencer par où? Au niveau de l'Assemblée, vous allez légiférer sur quoi? Non, d'abord, non, au niveau de l'Assemblée, parce que je suis surpris, et je suis éberlué lorsque j'apprends certains collègues dire que les développements du Congo, ce n'est pas l'affaire du député. Mais les députés viennent faire quoi? Mais c'est vous, les lois, c'est vous. Le contrôle de l'exécutif, c'est vous. Voilà, et en management, le contrôle, c'est la dernière digue qui ne doit jamais sauter. Nous échangeons d'abord le gouvernement provincial, c'est notre gouvernement parce que c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale. La plupart des ministres, ce sont nos collègues députés. Ils connaissent la vision de l'APK parce que l'APK, c'est tout un esprit. Quand nous sommes dans cet hémicycle-là, il n'y a ni FCC, ni Cash, ni Lamouka. Nous sommes d'abord des Kinois et Kinois. C'est ce que j'aime. Il n'y a pas d'obédience là-bas. C'est ce que j'aime de la part de mes collègues députés. Vous avez commencé à raisonner pareil. Nous avons une vision, c'est de nettoyer cette ville et de précipiter son développement. Dans les projets que nous avons, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire moi, l'Assemblée provinciale et le gouvernement, nous devons vous donner la corniche de Kinshasa. Qui n'est jamais là. Hein. Donc les gens qui ont construit cette ville, c'est du jamais vu. On construit une ville qui tourne le dos au fleuve. C'est du jamais vu. Vous avez fait le tour du monde. C'est anormal. Nous réfléchissons pour qu'on ait de beaux bâtiments le long du fleuve là, mais qui regardent le fleuve. Mais ça coûte de l'argent, ça. Vous verrez. Donc, avec le soutien de l'autorité morale du président de la République, vous allez voir, on va faire des routes partout ici. Déjà, pour le mois de janvier, on va agrandir l'avenue de l'université. Ah, l'avenue de l'université qui est déjà bétonnée. On va agrandir encore. Donc, on a des projets parce que si nous ne faisons rien, si nous laissons ces gens prendre l'argent de l'État, comme ils faisaient, un jour nous allons nous réveiller, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Et vous avez été président de l'Assemblée provinciale? Oui. Et pourquoi faire? Non, mais c'est pourquoi on est là, on est déterminé. Donc, on ne le fait pas de manière ostentatoire. Ceux qui me connaissent, ils ne sont pas surpris. Ils savent que monsieur se comporte de la sorte. Donc, nous avons des projets, vous verrez des métros ici. À Kinshasa. À Kinshasa, et c'est pour bientôt. Alors, nous allons tout faire pour réhabiliter les quartiers industriels. Donc, qui étaient limités. Oui, mais on va chercher à repousser cela très loin de la ville. C'est déjà marécageux. Pour que les Kinois et Kinois aient du travail, il y aura des sociétés de montage de véhicules. C'est cette ville. Comment on peut gérer une ville, un État, on n'a aucune vision? Il n'y a pas de Donc tout ce qu'on sait, c'est venir voler et prendre du méchoui les soirs à Matombi. Merci beaucoup. Non. On termine cette émission. On va vous suivre, Godin Poy. Hein? On doit vous suivre de très près parce que... il faut que les gens comprennent que là, c'était la chaleur de la communication. Oui, on a bien compris. On a bien compris. Donc, vous avez l'assurance. Donc, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Marie, joyeux anniversaire, oh you, every birthday to you, every birthday to you, every birthday to you. Merci beaucoup. Samba viva! Viva! La Samba viva! Viva! La Samba viva! Viva!
Merci beaucoup. Je suis vraiment, c'est l'émotion un peu. Parce que je ne m'attendais pas du tout à une surprise comme ça. On avait préparé notre émission normalement. Et je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Toute l'équipe est là. Voilà, le président qui a fait une très belle émission est là. Et vous qui êtes chez vous en direct, vous êtes là aussi. Il n'y a pas plus de bonheur que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci pour le soutien. On est là pour tenir et vous servir. Voilà, merci. Merci. Voilà. Qui peut pas... Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ça va. C'est pas possible. Merci beaucoup. Ben, je peux vous dire, mettez-vous ici, honorable. Non, restez debout. Lui, c'est un grand frère. Quand moi je suis arrivé en Europe, lui, c'est l'ami personnel de mon grand frère, parce que nous ne sommes que deux. Il s'appelle Roger Lumbala. Ils m'ont vu venir jeune à l'école. J'ai commencé ma carrière de journaliste, etc. Voilà mes grands frères qui m'ont vu grandir en Europe. Voilà. Ça me fait, oui, surtout dans les médias. Voilà, ça me fait plaisir, voilà, d'être entouré comme ça. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Nous sommes très fiers de vous. Oui. Vous avez votre micro. Oui, nous sommes très fiers de vous. Et Nalingana Ibsa GMK que Oumela avec possibilité de glissement. Merci. Bah, monsieur Nkiba, venez parler, madame, je voulais le micro parce que c'est le jour où vous m'avez plus surpris là. J'ai peur un peu mon latin. Nous, on est très fiers de vous parce qu'à côté de vous, on a pu avoir beaucoup de matière. Vous nous avez aiguisé sur le plan professionnel. Donc, vous êtes un grand frère, un papa sur le plan professionnel. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de succès, que du bonheur pour vous. Merci. Voilà. Madame. Oui. En tout cas, je suis en train de célébrer une vie, la vie de celui que j'appelle la sommité de l'espace médiatique congolais, Jean-Marie Kassamba. Il est vraiment un père pour nous. Merci. Il a un grand cœur et vivez 100 ans, vivez longtemps comme aime le dire. Allez, John. Bon, je crois qu'au nom des journalistes chroniqueurs politiques que je représente sur ce plateau, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Votre aura arrose les journalistes qui ne sont même pas des Télé 50. Voilà. Tous ceux qui ont cru en vous et qui ont accepté de vous suivre comme leur grand maître ont vu leur carrière s'améliorer, émerger. Merci. Et au nom de tous ces journalistes, chroniqueurs politiques, je vous dis merci et vous faites notre fierté sur le plan national et international. Merci beaucoup. Oh, les dames n'ont pas parlé. Hein? Ma fille adorée qui vient d'être épouse. Voilà. Bon anniversaire, chef. Merci, que c'est le temps de plus qui s'ajoute à votre âge, vous apporte beaucoup de bonheur. Santé, longévité, encore beaucoup de sagesse et vivez 100 ans, vivez longtemps. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'on peut manger le gâteau? Parce que je suis un peu émotionné là. Hein? On est très content avec... Qui encore? Il y a quelqu'un? Jemka. Ah. Jemka, attention, attendez d'abord. Jemka, s'il te plaît. Maître d'école. C'est monsieur Tchoukou, mon fils là. Parlez, monsieur. Tournez la caméra. C'est la famille. Hein? Voilà, vous avez dit dernièrement, je me souviens l'année passée, que rien n'était plus important que la famille. Donc tout ceci est possible parce que c'est la famille et c'est la famille qui est plus importante. La famille vous souhaite joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Moi, Lina là-bas, Président, le Lina là-bas, français, mais pas monter pour le président, il y a un micro. Pas monter pour le Yende, Sanjola Yende. Yaya, Panza Bango. Président vraiment j'aime quand maître d'école vous met là vraiment. Avec la possibilité de glissement. Ouais. Merci beaucoup dans le travail au Pessibiso, tu vois la famille. Mais ton petit sous français. Merci. Nani ngalo ba sous. Oh, loba hôtel. Esengi moi lingala. Loba. Vieux ou moni a le anniversaire na ye. Ngai na benga l'excellent journaliste.
parce que le ministre a excellence vieux JMK il musala na ependeza professionnel les actions na tali TV na bi on dit TV5 mais ala na Congo donc l'excellence et ala na ye akine kaka liboso jamais na sima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, conclue avec JT. Voilà. Alors je suis très c'est à moi oui. Alors moi j'ai quelques jours ici à Télé 50 en provenance de Lubumbashi, j'ai rencontré un JMK qui a des réflexes, qui a de l'inspiration en permanence. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à tout moment. Et tout ce qu'il dit, c'est très important, ça vous amène un peu plus loin. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un JMK source d'inspiration. Et bien, je vous souhaite tous les bonheurs du monde en ce jour de votre anniversaire. Merci beaucoup, merci. Voilà. Vous voyez, on a mis ça pour la bougie maintenant. Et merci beaucoup, on peut applaudir. Voilà. Et encore merci, merci pour ces cadeaux. Merci beaucoup, merci. À très bientôt. D'accord. Merci. Ah, vous n'avez...